2018, l'ex-président des États-Unis Donald Trump a retiré son pays de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et imposé de nouvelles sanctions économiques au régime des ayatollahs. Les autres pays signataires de l'accord, dont l'Union européenne, ont tout fait pour le maintenir en vie. Mais l'administration Trump s'est montrée intraitable. Du jour au lendemain, les sanctions imposées par les États-Unis ont mis fin aux principaux avantages iraniens couverts par le pacte nucléaire, l'investissement étranger dans son économie et l'exportation de son pétrole brut. L'Iran a donc contre-attaqué en rompant certaines de ses obligations. Et s'il y a un pays au monde qui scrute jour et nuit l'avancement du programme nucléaire de la République islamique d'Iran, c'est bien Israël. Au point de se livrer à des éliminations ciblées et à des opérations de cyberguerre contre des hommes et des infrastructures clés de son programme nucléaire. De fait, depuis sa réconciliation avec les puissances arabes, la seule menace réelle pour l'existence d'Israël vient d'Iran et plus précisément de son programme d'armement nucléaire. Alors, où en est l'Iran de ce programme et que fait la nouvelle administration Biden et surtout que fait Israël pour pallier cette nouvelle menace? On vous dit tout de suite. Une guerre discrète? La doctrine israélienne est très claire. Il est de loin préférable de frapper en premier avant que l'ennemi n'ait une chance de vous attaquer, surtout lorsque votre existence même est en danger. C'est une idée qui a pris forme il y a tout juste 40 ans, lorsque le premier ministre de l'époque, Menachem Begin, a lancé une attaque contre le réacteur nucléaire irakien de recherche, donc civil, aux Irak. Aujourd'hui, on l'appelle la doctrine Begin. Israel has nothing to apologize for. We decided to act now, before it is too late. We shall defend our people with all the means at our disposal. Israël a de ce fait annoncé au monde qu'il frappera préventivement tout ennemi développant un arsenal d'armes de destruction massive. Par exemple, l'attaque contre l'Irak en 1981 a considérablement retardé le programme d'armement nucléaire de Saddam Hussein qui y a de fait renoncé. Plus récemment, en 2007, Israël a frappé un réacteur nucléaire syrien en construction pour empêcher le régime d'Al-Assad d'avancer dans la fabrication de bombes au plutonium. Qu'en est-il alors de l'Iran ? Le programme nucléaire iranien a toujours inquiété les principales puissances occidentales, malgré l'affirmation par Téhéran de son objectif pacifique, le programme étant en principe strictement destiné à des fins énergétiques. Pourtant, le régime iranien a accumulé des milliers de centrifugeuses, des machines utilisées pour enrichir l'uranium, bien au-delà du seuil de 5% requis pour l'usage civil, mais insuffisant pour un usage militaire. En réponse, les États-Unis et l'Union européenne imposent des sanctions économiques à l'Iran depuis des décennies, de manière à dissuader l'Iran de poursuivre son programme nucléaire. Alors, on sait que la seule menace existentielle pour Israël est précisément l'Iran des ayatollahs. Et avec la doctrine Begin, l'État hébreu a choisi de combattre ce programme au moyen d'opérations secrètes. Et pour cela, il s'est tourné vers son agence de renseignement, le Mossad. Alors, de quel type d'opération on parle? En plus de l'espionnage classique, on a assisté à l'opération Olympic Games, la première grande attaque informatique de l'histoire. Check ça, en 2006, l'Iran utilisait des centrifugeuses basées sur un modèle néerlandais. Du coup, le Mossad et la CIA ont contacté l'agence de renseignement néerlandaise, l'AIVD, pour infiltrer la centrale nucléaire iranienne de Natanz. Les Néerlandais ont recruté une taupe, un ingénieur iranien qui a implanté Stuxnet dans le système informatique de Natanz. Stuxnet, c'est un virus qui a rendu les centrifugeuses Natanz incontrôlables. On estime que 1000 centrifugeuses ont été mises hors de service. Contre toute attente, le Mossad est très actif sur le territoire iranien. En 2018, des espions israéliens ont piraté une masse importante d'informations pour démontrer que le programme nucléaire iranien était toujours en cours. L'excuse parfaite pour Trump de suspendre l'accord avec l'Iran. L'ex-premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a présenté en personne les preuves à la télévision. A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. Le Mossad l'avait clairement dans le viseur, car il était derrière le projet Ahmad, un programme d'armement nucléaire qui a pris fin en 2003 selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran a toujours nié l'existence de ce plan. Mohsen Fakhrizadeh, le plus grand scientifique nucléaire iranien, assassiné près de Téhéran. Être scientifique nucléaire en Iran est devenu une profession risquée. Ces dernières années, 5 scientifiques iraniens ont été littéralement assassinés par balle. Fakhrizadeh
était le concepteur du projet Ahmad. Il développait clandestinement des technologies en lien avec l'armement nucléaire depuis des décennies. Après l'arrêt des recherches nucléaires par l'Iran, Fakhrizadeh a continué ses recherches sur la bombe atomique dans le secret. Le Mossad affirme que 70% des effectifs engagés dans le projet Ahmad ont poursuivi leurs recherches sous couvert d'une nouvelle organisation. Alors d'accord, la perte de Fakhrizadeh était symbolique puisqu'il y a des dizaines de scientifiques impliqués dans le projet Ahmad. Mais c'est surtout un signe clair de la détermination d'Israël à empêcher la concrétisation de ce programme nucléaire. L'année dernière, de nombreuses cyberattaques et actes de sabotage ont affecté le programme nucléaire iranien. Des incendies, des explosions ou des coupures de courant inexpliquées. Trop de coïncidences qui contribuent à ralentir l'avancée du programme nucléaire iranien. Alors qui est le responsable de tous ces incidents? Jusqu'à présent, Israël n'a jamais confirmé ou nié son implication dans ces attaques. L'Iran, en revanche, est convaincu de la responsabilité d'Israël et l'a fait savoir via son ministre des Affaires étrangères jusqu'en début de cette année, Mohammad Javad Zarif. Aujourd'hui, des terroristes ont assassiné un scientifique iranien éminent. Cette lâcheté, avec des indications sérieuses de l'implication des Israéliens, montre une hostilité désespérée des coupables. Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. Alors qu'est-ce qui explique qu'Israël soit passé à l'action avec une telle détermination? À quel point le Mossad est-il actif sur le sol iranien? Retour vers le futur. En avril, on célèbre en Iran la journée nationale de la technologie nucléaire. Il s'agit notamment pour le régime des ayatollahs de montrer sa puissance à grand renfort de propagande afin d'effrayer ses ennemis. Des images comme celle-ci. Maintenant, vous savez pourquoi Israël a remporté l'Eurovision 4 fois et l'Iran n'est pas autorisé à y participer. Blague à part, la vérité, c'est qu'Israël a décidé d'agir parce que l'Iran utilise ses centrifugeuses pour des objectifs beaucoup plus sombres. Depuis que les États-Unis ont quitté le pacte nucléaire, l'Iran a largement dépassé les limites fixées pour ses réserves d'eau lourde et son stock d'uranium. En début d'année, l'Agence internationale de l'énergie atomique a constaté que le stock d'uranium enrichi de l'Iran était 14 fois supérieur à la limite établie en termes de quantité, pour ne pas parler du seuil qui lui est passé de 5 à 20%. En outre, l'Iran utilise plus de centrifugeuses que ce que le pacte consent et des modèles technologiquement plus avancés, ce qui permet logiquement de raccourcir le délai nécessaire à l'enrichissement de l'uranium. Plus important encore, l'Iran a progressivement augmenté l'enrichissement d'uranium au-dessus du seuil autorisé de 3,67% de pureté. Il est d'abord passé à 4,5%, puis à 20%. C'est encore loin du palier de 90% où des applications militaires sont possibles. Mais en avril, ça se complique. L'Iran commence à enrichir de l'uranium à 60%, son plus haut niveau jamais atteint. L'uranium enrichi peut être traité, transformé, puis utilisé à des fins militaires. L'Iran a récemment indiqué qu'il comptait construire une nouvelle usine qui lui fournira les matériaux nucléaires nécessaires à la fabrication de la bombe atomique. Développer l'arme atomique est un défi technique majeur, mais clairement, l'Iran n'a jamais été aussi près de la bombe A. Certains experts estiment que sans perturbation externe, l'Iran serait capable de réaliser son premier essai nucléaire début 2022, de construire une arme nucléaire basique mi-2022 et de développer un missile balistique avec une ogive nucléaire dans 1 an et demi. Et pourtant, certains pensent qu'il est encore temps de sauver le pacte nucléaire de 2015, y compris l'occupant actuel de la Maison-Blanche. We are, though, nonetheless, pleased that Iran has continued to agree to engage in discussions, in direct discussions with us and with our partners on how we move forward and what is needed to allow us to move back into the JOPCA so that we're part of it again, that we should have never gotten out of, in my view. Le président Biden est déterminé à ce que les États-Unis reviennent dans l'accord nucléaire iranien, bien que son efficacité ne soit pas très claire à ce stade. Il y a quelques années, lorsque Biden était vice-président d'Obama, il a tout mis en œuvre pour empêcher le Congrès américain de bloquer cet accord et rebelote avec son propre cabinet concernant sa politique extérieure. C'est pourquoi il tente coûte que coûte de renouer le dialogue avec l'Iran afin de l'amener à respecter à nouveau les limites établies. Mais l'Iran est en position de force et il le sait. D'une part, l'Iran exige que les États-Unis lèvent toutes les sanctions économiques imposées par Trump et de l'autre, il fait pression sur les négociations. Regardez. L'Iran lie l'accès nucléaire de l'ONU au progrès des pourparlers. Ces derniers mois, l'Iran a compliqué l'accès
des inspecteurs de l'ONU à ses installations nucléaires. À présent, Téhéran lie la possibilité de reprendre les inspections au succès des négociations. Mais il faudrait veiller à ne pas trop serrer l'étau avec Washington, car Israël et l'Arabie Saoudite seraient ravis de voir Biden abandonner complètement les négociations. Bon, alors, à quoi on peut s'attendre ? Un accord avec de la marge de manœuvre. Il serait mal avisé de considérer que Trump n'avait pas de plan. Que ce soit un bon ou un mauvais plan, c'est une autre affaire. Dans ce cas précis, en abandonnant le pacte nucléaire, Trump voulait exercer une pression sur le régime des ayatollahs en imposant des sanctions économiques. Et il a réussi. L'économie iranienne est en profonde récession qui s'est encore plus aggravée à cause de la pandémie. Alors même si Biden croit que les États-Unis n'auraient jamais dû abandonner le pacte, il est conscient qu'il a une chance de renégocier sur certains aspects de l'accord avec l'Iran, ne serait-ce que pour gagner du temps. Le pacte nucléaire a laissé 3 points en suspens. La plus importante, c'est clauses d'extinction, des limites qui disparaissent avec le temps. Par exemple, en 2023, les restrictions sur le développement des centrifugeuses avancées ou sur l'import-export de missiles iraniens prendront fin. En fait, d'ici 2030, la plupart des restrictions prendront fin. En gros, l'accord avait une date d'expiration. Ensuite, un autre problème concerne la non-suspension du programme de missiles balistiques conventionnels. Si les Iraniens parviennent à maîtriser l'arme atomique, les missiles balistiques seront un aspect essentiel de la dangerosité de l'arsenal nucléaire iranien. La réintégration dans l'accord ne suffit plus. Il est nécessaire de le renégocier presque entièrement. Et les délais de négociation sont bien plus courts. Et c'est précisément la raison pour laquelle Israël prépare son armée à une éventuelle attaque au cas où la diplomatie échouerait. Donc, comment est-ce qu'il se prépare ? Israël met à jour ses plans pour frapper les sites nucléaires iraniens, a déclaré le ministre israélien de la Défense à Fox News. Plus tôt cette année, le chef d'état-major israélien a obtenu près de 840 millions d'euros supplémentaires pour les forces armées avec un seul objectif, la préparation d'une attaque contre le programme nucléaire iranien d'ici 2022 si Israël considère que l'Iran se rapproche dangereusement de la bombe atomique. Le régime iranien ne reste pas les bras croisés. Il protège son programme nucléaire en dispersant ses installations nucléaires sur tout son territoire et en les plaçant sous terre, tout en améliorant son arsenal défensif. On assiste en temps réel à une course dangereuse et potentiellement meurtrière entre ces deux pays. L'armée israélienne est l'une des meilleures au monde. Son armée de l'air dispose d'un escadron entièrement opérationnel de Lockheed Martin F-35 américain, l'un des chasseurs les plus avancés de la planète. Israël possède aussi un arsenal varié qui compte notamment sur les missiles supersoniques et ultra précis Rampage de conception israélienne, idéaux pour frapper des cibles iraniennes. À l'heure actuelle, ce sont les grandes distances à parcourir jusqu'aux cibles iraniennes qui constituent un défi pour l'armée israélienne. Un problème qui disparaîtrait si son armée avait accès à l'espace aérien saoudien, l'autre grand rival régional de la République islamique d'Iran. Alors même si les annonces publiques du gouvernement israélien peuvent être dissuasives, il est raisonnable d'envisager que les Israéliens pourraient procéder aussi à l'offensive militaire. Maintenant qu'Israël a renoué avec les Émirats arabes unis, qui sont avec l'Arabie saoudite les grands rivaux de l'Iran dans la région, Israël se conforme à l'idée que les Émirats arabes unis et ensuite l'Arabie saoudite s'équipent de réacteurs nucléaires. En ces temps de COP26, réduire la production d'hydrocarbures, pétrole et gaz devient à la mode et la remplacer par de l'électricité nucléaire neutre en gaz à effet de serre, au moins pour ses besoins internes, est bien vu. Mais c'est aussi une façon de dire à l'Iran, vos voisins et ennemis vont passer au nucléaire civil. Et après cette expérimentation, ils pourraient eux aussi céder à la tentation de passer du nucléaire civil au nucléaire militaire. Morale de cette histoire, si l'Iran continue à se confronter militairement aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite, au Yémen notamment, à l'intervention dans d'autres conflits de la région, l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Afghanistan, et derrière eux, aux États-Unis et à Israël, la poursuite par l'Iran de son programme nucléaire peut amener ses adversaires à se doter également d'une capacité nucléaire. Mais avec le nucléaire, on s'expose au risque que la prolifération devienne partie de la dissuasion. À ce stade, c'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous pensez qu'Israël osera lancer une attaque contre le programme nucléaire iranien? Ou est-ce que les efforts diplomatiques déployés par l'administration Biden vont-ils suffire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera super plaisir de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.